Merci. La parole est à Madame Brulebois. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, depuis la loi de modernisation de l'économie agricole, la LEMA, votée en 2008, sous la pression de 4 centrales d'achat, la course au prix toujours plus bas a réduit comme peau de chagrin le revenu de nos agriculteurs. Sensible à leur détresse, le président de la République a proposé de créer des prix planchers, filière par filière. Ce prix plancher serait fondé sur des indicateurs de coûts de production agricole sur lesquels chaque filière se mettra d'accord. Cette proposition d'un prix minimum est au cœur des revendications des professionnels depuis plusieurs semaines et les syndicats ont salué cette mesure. Cependant, n'y a-t-il pas un risque que toutes les industries agroalimentaires et les distributeurs se mettent à payer au prix plancher et pas au-delà, ce qui serait légal? Il ne faudrait pas que le prix plancher devienne un prix plafond. Que comptez-vous faire pour préserver de ce risque les filières qui ont déjà mis en place une contractualisation tripartite exemplaire qui rémunère les producteurs au juste prix? Par ailleurs, si l'on met ce prix plancher trop haut, les produits français n'étant plus compétitifs, ne risquent-ils pas de perdre des marchés à l'international? Comme l'ont dit mes collègues, c'est sur le droit européen qu'il faut agir. Et je sais qu'on peut compter sur vous, Madame la Ministre, pour agir au niveau européen. Vous l'avez démontré en faisant déconnecter le prix de l'électricité nucléaire sur les énergies fossiles. Donc, pouvez-vous nous rassurer sur cette politique à décliner au niveau de l'Union européenne? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Brulebois. Vous faites l'écho effectivement d'un certain nombre de préoccupations sur ce des opérateurs des filières agricoles sur ce que pourraient être les prix planchers si la formule que nous retenions n'était pas adaptée. Moi, j'ai entendu, et je vous retrouve, la crainte d'une économie administrée, la crainte d'une remise en cause de mécanismes contractuels éprouvés qui donnent satisfaction dans certaines filières, la peur d'une perte de compétitivité par rapport à des pays tiers qui peuvent être d'ailleurs de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et là, il sera un peu plus difficile d'aller légiférer en dehors de l'Union européenne, ou cet effet pervers qui est mis en avant en particulier par des producteurs qui sont positionnés sur des signes de qualité, d'avoir un prix plancher qui devient finalement un prix plafond. Donc c'est parce que le sujet que nous manipulons est quand même complexe, que nous avons éprouvé dans la mise en œuvre des 2 premières lois Egalim et de la loi de Crozaille que certains réglages étaient fins, que nous avons demandé à 2 députés, les députés Babot et Izard, de conduire une mission de 4 mois. Cette mission, elle se nourrira de tous les travaux du Parlement de ces dernières années. Je pense qu'il y en a eu beaucoup. Elle se nourrira aussi de discussions avec les interprofessions et avec les acteurs tout au long de la chaîne, et je pense dans une option de longue chaîne. Et effectivement, elle donnera lieu à des propositions pour trouver le juste équilibre que vous appelez de vos voeux et nous permettre ensuite de proposer un texte qui fera l'objet d'un débat au Parlement, j'espère d'ici la fin de... En tout cas, le texte lui-même pourrait être présenté d'ici l'été. Je vous remercie. La parole est à Madame Éléonore Carrois. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez rappelé les mesures nationales mises en œuvre par notre majorité pour protéger et garantir le revenu de nos agriculteurs, et je vous en remercie. Ces régulations nationales sont indispensables, mais elles demeurent insuffisantes si elles ne sont pas accompagnées par des régulations efficaces au niveau européen et international, vous l'avez également rappelé. Dans le cadre de la mission sur l'enjeu alimentaire, dont je suis rapporteure avec mon collègue Guillaume Garot, les nombreuses auditions que nous avons menées nous amènent toujours au même résultat. La réforme des systèmes agricoles et alimentaires doit se penser à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international. Les récentes crises, qu'il s'agisse de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, nous ont fait prendre conscience de nos interdépendances et nous ont démontré en réalité que c'est l'échelon le plus pertinent. La production alimentaire mondiale est confrontée aux conséquences du changement climatique, nous l'avons aussi dit, mais aussi aux influences de la situation géopolitique, et nous le voyons en ce moment même.
Cela ne fait pas de doute, la France, votre gouvernement, souhaite soutenir la transition agricole vers des systèmes de production et de consommation durables et plus performants. Les agricultrices et les agriculteurs français qui font l'effort de faire évoluer leurs pratiques pour s'engager vers une transition agroécologique ne doivent donc pas se trouver pénalisés. Donc il ne s'agit pas dès lors de trouver simplement le juste prix. La réalité des revenus agricoles dépend aussi des fluctuations des marchés. Dès lors, comment la France peut-elle influer sur la construction de politiques européennes et internationales pour défendre les intérêts de nos territoires et de nos producteurs? Dans le contexte de la mondialisation dans lequel nous nous trouvons, de la mondialisation de ces systèmes alimentaires, quelles sont en réalité nos marges de manœuvre pour pouvoir mener ces réformes structurelles internationales? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame la députée, Madame la présidente, Madame la députée Carrois. Alors, vous posez une question assez large, c'est comment peut-on agir au plan européen et au plan international pour défendre nos agriculteurs? La première chose, c'est qu'il faut rappeler que notre agriculture est exportatrice. Elle est même fortement exportatrice. Je pense que c'est absolument indispensable parce que si cette situation venait à être remise en question, ça aurait un effet immédiat sur le revenu des cours de ferme et sur le revenu des exploitants agricoles. Et lorsque j'entends un certain nombre de préconisations nous amenant à dire que les importations, les exportations, il faut absolument arrêter ça. Enfin, d'abord, il est rare de pouvoir arrêter des importations sans qu'il y ait des mesures de rétorsion sur les exportations. C'est quand même un grand classique, on les a vécus. Je pense que tout le monde se souvient de la façon dont Airbus, par exemple, a pu faire l'objet de tensions commerciales. Je ne vais pas citer en ce moment la filière cognac en réponse à la politique, l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne sur le dumping sur les voitures électriques. Donc ça, ce sont des situations réelles. Il n'est pas question de déstabiliser notre filière agricole à l'exportation, et même question de la développer. C'est une des missions de Franck Riester, c'est une des missions du ministère de l'Agriculture. La deuxième chose, c'est effectivement de tenir la ligne de la concurrence loyale. Cette ligne, elle est inattaquable, et en particulier lorsqu'il s'agit d'environnement, parce que l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique, ça concerne l'ensemble des pays. Et donc, agir pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et devoir être confronté à une concurrence de pays où cette action n'est pas mise en œuvre, alors qu'elle induit des surcoûts dans notre pays et en Europe, là, on peut dire que ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que le président de la République a fait du respect des accords de Paris une condition sine qua non, une clause sine qua non des traités de libre-échange, dont je rappelle que ces traités ne sont pas une ouverture à la concurrence, mais sont des traités de régulation de la concurrence. Encore une fois, ça devrait d'ailleurs s'appeler des traités de régulation du libre-échange. Et c'est en ça qu'ils sont précieux. La troisième chose, c'est comment nous pouvons agir en européen. Agir en européen, c'est ni surtransposition, ce qui est parfois une caractéristique française, ni sous-transposition de la part d'autres États membres. Je vous remercie. La parole est à Monsieur